J'ai gagné, putain, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Vous avez vu les célébrations sur la Lever Cup? Moi, ce qui me fait rire surtout, c'est que Kyrgios, il est 10 fois plus motivé pour la Lever Cup que s'il était en finale de l'Australian Open. Mais il s'en est pris une sévère quand même, hein. Ouais. Mais je crois qu'il lâchait tellement d'influx pendant qu'il ne jouait pas Oh la vache. qu'il était rincé, quoi. Bon, salut tous les TEDx d'amour. Alors là, normalement, nous avons une bonne connexion. On va peut-être s'excuser déjà. On va Non. s'excuser. Ouais, on Parce va que, s'excuser. Pourtant, il était pas mal. Je pense que le contenu était bien. Mais bon, on s'est raté. Non, on s'est pas raté, c'est qu'on a voulu innover, se mettre un peu plus au calme. Mais Ouais, parce que en fait, on était dans un bar à Lille l'année dernière, on l'avait fait au rez-de-chaussée, très bien passé. Et puis là, on s'était dit tiens, on va se mettre au calme, comme tu dis. un peu mieux. On est monté à l'étage et alors là, catastrophe. Donc, c'était la plus grosse foirade de live Facebook de toute l'histoire. Pourtant, l'ambiance était là. Ah ouais, et puis on avait plein de choses à dire Ouais. et tout, les boules. Alors, On était bien. Et vous avez été quand même super nombreux à essayer de regarder ce truc qui devait être irregardable. Donc merci les loups. Bon, je vois que vous êtes tous là. Salut, Fabien, Macbeth. J'ai vu qu'il y avait Joël Carton qui était là. Joël Carton qui s'occupe du blind tennis. N'oubliez pas le blind tennis. L'association. Ouais, parce qu'en fait, il organise plein de petites choses pour justement faire découvrir le blind tennis, pour que vous essayez une fois, essayez de le faire, vous allez voir, c'est complètement dingue. Toi, tu l'avais fait. Ouais. Au niveau de la concentration, c'est pas simple. L'horreur. Ça puise. Igor, on vous pardonne. Merci les loulous, merci les loulous. Bon, on a plein de choses à dire. Vous avez vu le titre? Bon, j'ai appelé ça le grand 8 du tennis. Alors vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qui nous fait en fait, parce que là, on va dire que depuis que Serena a allumé la mèche pour la finale de l'US Open, on est parti dans un énorme bordel. C'est quand même... De partout. C'est les montagnes russes du tennis, vous voyez. Et alors j'ai appelé ça le grand 8 parce que, là on va parler quand même d'abord de la Lever Cup. Après on va partir bien sûr sur la Coupe Davis. On va partir aussi sur un petit peu notre Gilou Simon, sur notre Gaël Monfils, enfin voilà, sur les forces françaises en présence, et puis sur les filles aussi, hein, on va voir un petit peu ce que ça va donner tout ça, parce qu'on arrive sur la tournée asiatique. Et il y en a une qui défend pas mal de points. Là, ça commence, ça va être chaud patate pour la Caro Garcia. Pour Kiki, c'est déjà fini, mais bon, ça, on va pas en parler. On va parler Piqué, ouais, c'est le best feuilleton, on a raison, bien évidemment. C'est un peu le feuilleton de l'été. Mais sincèrement, hier, j'étais à Canal+ avec un journaliste, Kylian Gatoun, que tu dois connaître, qui commente le foot pour Canal+, et qui va très souvent à Barcelone, et qui connaît pas mal de joueurs de... Barça qui a perdu dimanche. Et je lui disais, mais c'est quoi son souci à Piqué avec le tennis? Non, mais sincèrement, parce que c'est très bien qu'il veuille... Mais bon, là, il met un tel bordel que je ne comprends pas. Et il me dit, en fait, il a une passion pour le tennis, il a envie d'investir. Mais je me dis, à un moment, il faut qu'il se concentre un peu sur son football, parce que là, ça devient n'importe quoi. Bon, la réforme, plus cette fameuse Majestic Cup qu'il voudrait mettre en place, où en fait, seul le vainqueur du tournoi gagnerait de l'argent. Tableau de 64, mais tu vas pas faire venir les meilleurs mondiaux si il n'y a pas un minimum de prize, ou alors par en dessous il va donner garantie, je sais pas, mais en tout cas c'est un gros bordel. On va voir. Guillaume Mouton, Piqué, il a pas autre chose à faire à foutre sérieux. Attention, là, on parle pas de la personne en elle-même, hein, attention, il fait partie d'une société qu'il a créée avec d'autres personnes, et en plus il bosse avec Rakuten, qui est une grosse, énorme boîte japonaise. Donc il y a beaucoup d'argent et bien sûr ils investissent. Après, j'ai envie de dire, c'est pas c'est pas eux le problème. Eux ils proposent. Après, c'est validé ou c'est pas validé. L'ITF ou certaines personnes pourraient verrouiller en disant voilà, non, vous êtes gentils, mais réfléchissez à autre chose, on n'a pas besoin de vous. Maintenant, on leur ouvre un peu la porte. Eux, ils s'engouffrent et ils proposent des choses plus ou moins bonnes. Donc après, faudra aussi laisser faire un peu le temps et puis voir comment ça peut se passer. On va en reparler. Parce qu'effectivement, bien évidemment, tout ça est très, j'ai envie de dire, politico-économique. Donc il y a bien sûr de l'argent, mais il y a aussi beaucoup de décisions politiques, entre guillemets, qui vont se mettre en place. Et ça a discuté pendant l'US Open, ça n'a pas encore débouché sur quelque chose, ça va continuer à discuter, bien évidemment, parce que je peux vous dire qu'il y en a un qui n'est pas du tout d'accord sur ce qui est en train de se mettre en place, c'est M. Roger Federer. Parce que M. Roger Federer, lui, je vous rappelle qu'il a créé cette Lever Cup avec sa boîte qui s'appelle la Team 8, d'où mon titre, quand même, il y a une recherche tu vois, dans le titre quand même. Donc la Team 8, il est très fan du 8, vous le savez, il est né le 8 août 1980, enfin voilà, son chiffre fétiche est le 8, donc il a créé sa boîte avec ce chiffre-là.
Et voilà, et lui, la Lever Cup, c'est son bébé. Alors, son bébé, d'accord. Après, au niveau de la compète, je sais pas, vous l'avez vu ou pas? Vous avez regardé un peu cette compète ou pas? Moi, j'avoue, je n'ai pas voulu en parler. Sciemment, je n'en ai pas parlé. Parce que pour moi, c'est une exhibition, pas autre chose. Et qu'en même temps, sur cette semaine d'exhibition, vous avez des tournois officiels du circuit ATP. Moi, sincèrement, elle ne me gênerait pas. Et c'est exactement la discussion qu'on a vue l'année passée, juste après cette Lever Cup. Je me rappelle avoir dit exactement ce que je vais répéter. Pour moi, ce tournoi-là, je le verrais bien, ce tournoi, cette exhibition, cette compétition, je la verrais bien au moment de Noël. Voilà. Ou, comme l'IPL. Oui, cadeau de Noël. Ou la fameuse exhibition d'Abu Dhabi, qui est quasiment le 1er janvier, voilà. Exact. Parce que moi, ça m'embête qu'on crée un événement, ça met un coup dans l'aile. Alors, je dis pas que Federer va aller jouer Metz, mais voilà, il y a quand même la saison qui est existante et ça pénalise tout de même certains tournois qui essayent de s'en sortir. Donc ça, c'est ça qui m'embête. Maintenant, parce que après, excuse-moi Obélix, mais il y a quand même des trucs, c'est qu'il y en a qui font des choix. C'est-à-dire que vous voyez que Del Potro a refusé encore une fois d'aller à cette Lever Cup parce qu'il veut se préparer pour la fin de la saison et potentiellement, pourquoi pas aller chercher la place de numéro 1 mondial. Tim, l'année passée, il avait joué, cette année a préféré jouer Saint-Pétersbourg. Voilà. Vous avez qui vous avez Marin Cilic qui a préféré jouer la Coupe Davis plutôt que partir sur la Lever Cup. Nishikori aussi. À l'inverse, vous avez Jack Sock qui lui était blessé pour jouer avec les États-Unis en Coupe Davis et qui là apparemment pétait le feu. Qui a fait son job en double effectivement. J'ai pas vu de blessure. Il était plutôt bien. Il était plutôt bien, voilà. Jérémy Chardy qui était là. Ouais, mais bon. Après, alors pourquoi Jérémy Chardy? Pourquoi vous aviez un remplaçant dans l'équipe européenne et pas dans l'équipe américaine? Alors, ça, oui. Enfin, bon, peut-être qu'ils ont plus de sous. Ils avaient Nicolas Jarry. Ah, ils avaient Nicolas Jarry, t'as raison. Mais enfin bon, tout ça, ce sont des chèques. Hein. Je vous rappelle que la Lever Cup est créée sur le pendant de la Ryder Cup. Vous savez, l'événement golfique qui arrive en France, là, à partir de... Où tu seras. Où je serai bien évidemment. Je vais vous faire des vidéos là-dessus, parce que, en plus, j'adore le golf. Et l'événement est quand même énorme. Planétaire. Donc, ouais, il faut que je vous fasse un truc là-dessus. Mais toujours est-il que la Ryder Cup, compétition équivalente quasiment à la Coupe Davis au niveau de sa datation de création. Et quand les joueurs vont jouer la Ryder Cup, bien évidemment, il n'y a pas de sous, il n'y a rien, les mecs viennent pour leur pays. C'est pas la même chose que pour la même chose. Je vous rappelle là, ils sont payés pour venir. Voilà, ils sont tous payés au minimum avec 5-0 derrière un petit chiffre. D'ailleurs, c'est le minimum. Et puis après, l'équipe vainqueur gagne, je sais plus, je crois qu'ils touchaient 450, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Bon, mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est pas le souci. Mais cette date-là, moi, me gêne. Tout en sachant en plus qu'il y a quand même beaucoup de conflits d'intérêts dans cette exhibition créée par Federer et son agent Tony Gottsick. Sachez que voilà, il y a quand même la Fédération australienne de tennis qui fait partie des sponsors de cette exhibition. Un peu étonnant. Vous avez la Fédération américaine qui est sponsor également de la Lever Cup. Pourquoi? Parce que les Américains ont négocié le fait qu'une fois sur deux, ça vienne se jouer aux États-Unis. Pour qu'il y ait, une fois l'Europe. Donc, automatiquement, il y a eu billet. Donc, forcément, il y a un petit billet. Vous avez pas mal de choses aussi. Vous avez aussi un grand mania des médias brésiliens qui a investi beaucoup d'argent, qui possède Burger King, qui possède 50% de Heinz, vous savez, le ketchup et compagnie, là. Et Federer a investi aussi dans sa boîte. Donc tout ça permet... C'est du donnant-donnant, quoi. Voilà, c'est une machine. C'est une économie. C'est une machine afrique. Alors sachez que l'an dernier, ça n'a pas gagné d'argent. Parce qu'il a fallu payer tellement les joueurs et tout ce qu'il y avait autour que économiquement, ils ont perdu de l'argent. On va voir cette année, mais bon, faut avoir les chiffres, c'est pas simple. Hein, mais, je pense que pour avoir les bons chiffres, c'est pas... Rien que là, on sait qu'ils jouaient dans la salle des Chicago Bulls. Le Night Light Center. Une salle mythique, immense, 23 500 places et compagnie. Bon, sur 3 jours, ils nous disent qu'ils ont eu 100 000 personnes. Bon, quand tu fais 3 fois 23 500, il n'y a pas 100 000 personnes. Et puis, je les crois pas, parce que sincèrement, pour avoir commenté quasiment tous les matchs, c'était samedi soir, il y avait quand même des gros trous. Hein. Donc, non, ils n'ont pas fait 100 000, c'est impossible. Ouais. Donc, bon, après, je vois, il y a David, ça donne une belle image, ces exhibitions de tennis pour les jeunes et tout ça. Mais le truc est génial, il n'y a rien à dire. C'est les colonies de vacances pour les joueurs, faut se rendre compte. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils sont payés rubis sur l'ongle, une fortune, on peut le dire quand même. Pour une semaine. Pour une semaine, même pas. Si, ils arrivent quand même le lundi, mardi. Ils tapent un peu, ils s'amusent, ils vont au resto. Mais derrière, il y a une machinerie.
de Ah bah, marketing, exactement, de c'est très com. marketé. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous regardez ça sur les réseaux sociaux, mais c'est Non, mais même, hallucinant. quand tu vois le discours des joueurs, tu vois... Enfin, Zverev, il a fait une bourde, hein. Ah, bah je l'ai pas vu ça. Tu l'as pas vu? Non. Il a dit, ah ouais, bah non, mais je suis super content de participer à cette exhibition, pardon, à ce tournoi. Non, mais tu vois, quand Kyrgios donne des interviews, en 30 secondes, il en a dit plus qu'en 6 mois de conférence de presse à l'ATP, qui te dit que c'est sa compétition favorite. Je pense que sincèrement, derrière, ils ont été marketés en disant, voilà, il y a un discours précis à donner. Parce que quand tu connais le tennis, quand tu as été joueur, ça sonne un peu faux quand même à certains moments. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop. Alors, c'est la rigolade, tu vois Federer qui arrive derrière Djokovic et tout ça, mais tu vois Djoko à la fin du match, bon, il a quand même le sourire, même s'il vient de perdre sur Anderson. Donc, pour moi, ça reste une exhibition. Ça n'aura jamais l'attrait que la Ryder Cup a en golf. Tu vois, David Froment, c'est un All-Star Game, Exact. comme en NBA, je vois pas où est le problème. Oui. Mais moi non plus, je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de problème. Sauf que le All-Star Game de la NBA se fait à la fin de la saison. Quand la saison régulière est finie. Voilà, là, on est en milieu de saison. Les mecs, normalement, sont là pour soit se préparer pour d'autres tournois, ou pour jouer des tournois, ou pour se prendre une pause. Après, c'est chacun c'est des choix perso. Hein, c'est des choix perso. Après, bien évidemment, Federer a eu le droit d'organiser ça en plein milieu du mois de septembre. C'est là qu'on peut se poser la question. Ouais. Bah, l'ATP a dû lui donner un... L'ATP lui a donné son accord. Voilà. Donc après, tu te dis, d'accord, donc ça veut dire que si Piqué, là, avec le Piqué du Cosmos, là, du Cosmos Group, arrive à négocier lui aussi en disant, mais attendez, moi je veux jouer en septembre aussi, comment on fait? Il va falloir qu'on trouve un accord. Et pourquoi vous avez dit oui à Federer et pourquoi nous, vous diriez non? Et là, il y a tout un problème, hein, parce que Federer monte au créneau. Alors que jusqu'à présent, il ne disait rien. À partir du moment où, justement, il y a eu cette possibilité que les phases finales de Coupe Davis soient déplacées au mois de septembre, là, tout d'un coup, Federer est monté au créneau. Et j'ai noté ce qu'il a dit. Hein. Là, tout d'un coup, il dit, ça fait bizarre de voir un footballeur arriver dans le milieu du tennis et de s'immiscer dans l'engrenage financier, voilà. Et la Coupe Davis ne doit pas devenir la Coupe Piqué. D'accord, mon Roger, mais là, toi, de ton côté, tu es en train de faire ta petite cuisine de ton côté. Pourquoi Piqué, il n'aurait pas le droit de le faire? Ah, oui. Donc, à un moment ou un autre, bien sûr, Federer, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut, mais il ne devrait pas pouvoir faire ce qu'il veut. C'est pas possible. Parce que je vous rappelle que si on part dans cette histoire-là, là, c'est la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la guerre entre l'ATP, entre l'ITF, entre les grands chelems, entre Piqué, entre Federer. Mais tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Moi, ce que je répète depuis quasiment un mois et demi, depuis qu'il y a quand même cette réforme qui est mise en place, c'est que ça va être au détriment des joueurs et au détriment du jeu et du tennis dans sa globalité. Et parce qu'à un moment, ça va finir par clasher. Et donc, si ça se trouve, il va y avoir des gros soucis, quoi. Ouais, alors attends, tu vois, là, il y a Moira qui dit, après, c'est pas Federer, Djoko, Zverev, etc., qui irait jouer à Metz ou à Metz 250. Oui, mais toujours est-il que ces tournois-là, qui se battent comme des porcs pour essayer de s'en sortir. Pour finaliser leur budget, effectivement. Pour trouver des annonceurs, pour trouver des sponsors, pour faire venir des joueurs. Parce que faire venir Thiem à Saint-Pétersbourg, ou faire venir un joueur à Metz, au Moselle Open. Nishikori à Metz. Nishikori, c'est pas facile. Ah, non. Donc, à un moment ou à un autre, eux, ils sont dans le calendrier. Et tout d'un coup, on leur fout entre les pattes un truc où, bien évidemment, que les gens préfèrent voir un Federer contre Isner ou un Djokovic, machin. Il faut pas oublier que ils sont dans le calendrier. C'est une date qu'ils ont achetée en plus. Oui. Elle est payante cette date. Ça veut dire que demain vous voulez créer un tournoi, il va falloir appeler l'ATP et dire ben voilà, je veux telle date, mais combien ça coûte. Donc ils mettent déjà un billet, ils organisent. Donc c'est là où on a accordé un passe-droit à Roger. Après, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, est-ce qu'on veut que de la paillette? Parce que c'est ça, hein, c'est du strass et de la paillette. Est-ce qu'on veut ça en permanence? Alors pourquoi pas? Parce que effectivement, tu vois que les joueurs, je pense pas que ce soit arrangé. Hein, les mecs sont des joueurs de tennis. Ils sont là pour essayer de se défoncer, pour gagner. Mais après, quand tu vois Zverev qui s'écroule comme s'il avait gagné Roland Garros. Ça va, pépère, c'est juste la Lever Cup. Oui, je suis d'accord. Mais après, quand t'es joueur, et tu vois, quand t'es dans le, ça monte exactement. Ça s'est passé comme l'année passée à Prague. Le vendredi assez calme, le samedi ça monte un peu en puissance et encore un peu plus le dimanche. Quand t'es pris au jeu,
t'es dedans. Maintenant, tu vois, moi, ce qui m'embête aussi... Isner, quand ils gagnent en double, t'as l'impression Ouais, qu'ils non, ont mais gagné là, les 4 tournois du Grand Chelem. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui m'embête, un petit peu plus pour rentrer dans le détail de l'organisation, c'est que mine de rien, tu vois que le dimanche, donc les parties se jouent, le dimanche, double, t'as le Roger qui joue, parce que potentiellement... Avec Djokovic. Non, dimanche. Ah, pardon. Dimanche avec Zverev. Parce que potentiellement, il peut ramener ses 3 petits points pour être à 3 points de la victoire. Et deuxième match, c'est Roger. Donc en fait, il avait envie aussi de se faire briller. Tu vois ce que je veux dire? Bah, attends. Bah oui, mais... Tu Parce vois, que c'est... dans l'absolu, si vous voulez qu'on décortique un tout petit peu, hein, après on passe à autre chose, mais si on décortique le truc, le premier jour, vous avez les doublures lumière qui jouent. Hein. Vous avez Edmund, vous avez Goffin, et vous avez Schwartzmann, Tiafoe, et les seuls stars, entre guillemets, c'est Federer et Djokovic qui jouent en double. Sachant que... Alors là, la folie. Non mais surtout, en plus, le petit Tiafoe, tu l'envoies au casse-pipe. Il rentre de Zadar, en Croatie, il a traversé l'Atlantique, sur terre extérieure et tout ça. Bon, mais bon. Deuxième jour, là on monte en gamme, hein. On va avoir Zverev contre Isner, donc là on commence à avoir du gros joueur. On a Federer Kyrgios, autant vous dire que là tout le monde veut voir ça, bon il n'y a pas eu de match. Comme à l'US. Comme à l'US. Djoko Anderson, enfin voilà, c'est des énormes affiches, avec un gros double derrière, mais moins important que le premier jour où tu avais Federer et Djokovic. Là tu avais Dimitrov Goffin contre Sock et Kyrgios. Mais attention, on est aux États-Unis, donc il faut faire monter la sauce. Et là, on arrive le troisième jour, où vous avez fait des Zverev qui jouent en double, mais contre la paire américaine. C'est la première paire américaine qu'ils mettent ensemble, c'est-à-dire Isner et Sock. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi c'est attaqué par un double. Moi non plus, ça j'avoue, j'ai pas saisi. Et puis derrière, Federer-Isner, après, à la rigueur, tu te dis, il pourrait jouer ça n'importe où, même Federer, il taperait contre un mur, il remplirait la salle. Oui. Mais bon, là en plus, t'as les Ricains. Donc les Ricains plus Federer, c'est l'explosion. Tout en sachant que l'année prochaine, ce sera à Genève. Ouais. Hein, ça a été d'ailleurs, sûr et certain. Je me dis, et si c'était pas peut-être le petit adieu de Roger de faire cette Lever Cup chez lui en Suisse? Je pense pas. Moi, je pense qu'il est obligé. Enfin, il est obligé. Il fait ce qu'il veut, mais je pense que le contrat Uniqlo Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, et on est à 2 ans de. Tu vois, il va choisir son calendrier. 2020, quoi. Ouais. Tu vois. D'ailleurs, sachez qu'en 2020, alors là, on va atteindre le sommet du bordel, puisqu'on aura la Coupe du Monde de tennis au mois de janvier, avant l'Open d'Australie. On aura l'Open d'Australie, on aura le tournoi classique. Après les Masters 1000 d'Indianapolis et de Miami, normalement, on aura début avril une espèce de Hopman Cup créée par Piquet et son groupe. Alors, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Après, il va y avoir les Jeux Olympiques. D'accord ? En juillet. Là, tu te dis, Federer l'avait dit avec la Lever Cup, ok, pendant les Jeux Olympiques, en fait, on ne jouera pas. Bon, il est revenu là-dessus. Hein. Il dit, pourquoi on ne jouerait pas pendant les Jeux Olympiques? Donc, il y aura la Lever Cup aussi. Et logiquement, après l'US Open, il va y avoir la Majestic Cup. Cette espèce de compète, là, c'est la roue de la fortune. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait tourner la roue, puis il va se gagner le gros billet, lui. Et à la fin, il y aura les phases finales de Coupe Davis. Donc, tu te dis, mais on va où, là? C'est n'importe quoi. Et sachant qu'on répète et qu'on dit que le calendrier est trop chargé, trop long, moi ça me... Bref. Parce que ce qui m'embête, c'est que tu vois, c'est qu'à un moment, il n'y a plus du tout l'aspect tennis, l'aspect du sport, l'aspect de... Voilà, pourquoi on aime le tennis? Pour la passion du tennis, pour le jeu, quoi. La compète, quoi. Voilà, tu vois, pour le tennis, pour le jeu, tout simplement, pas les peine d'aller chercher pour le tennis. Là, c'est que faut faire de l'argent, et ça va se retourner contre les joueurs parce que si tu cumules tout ça et que tu joues les mecs vont se péter, voilà. Alors attention, on se rend compte aussi que les joueurs montent pas vraiment au créneau non plus dans l'histoire. Hein. Non, parce qu'ils peuvent en sortir gagnants, parce qu'ils vont gagner de l'argent, mais ils vont faire quoi, 1 an, 2 ans, et après ils vont exploser en vol. Voilà. Tu vois, donc on verra. On verra ce qui va se passer. Mais c'est le bordel. Donc exploser en vol, c'est-à-dire que le niveau de jeu sera moins intéressant. Si c'est moins intéressant, t'as moins de monde dans les tribunes. Bon, voilà, quoi, après... Et après, si jamais Piquet peut se trouver une date, si Federer peut se trouver une date, ça veut dire que n'importe quel investisseur qui a du fric à pas savoir quoi en foutre, pourra s'organiser son truc quand il voudra. Je vous rappelle que Larry Ellison, le proprio multimilliardaire d'Indian Wells, veut récupérer une des phases finales de Coupe Davis. Hein, il est à fond là dans l'histoire. Et puis en même temps, on peut pas organiser un autre truc. Et puis n'oublie pas aussi que mine de rien, Miami c'est un tableau de 96, que notre ami Jon Tiriac à Madrid
se bat pour un tableau de 96, voire même de 128 sur le Masters 1000 de Madrid, donc plus sur une semaine, mais quasiment sur 15 jours. Donc ça devient mais n'importe quoi. Tout en sachant en plus que cette phase finale de Coupe Davis qui là est prévue sur 8 jours, logiquement doit évoluer pour passer sur un format de 10 à 12 jours. Parce que sinon, c'est quasiment impossible Donc en fait, d'organiser. l'année fera plus 52 semaines. Non, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais après, voilà, on est des romantiques, on sait très bien que tout ça, c'est une histoire de blé. Bien sûr. Et que bah voilà, les joueurs ont déjà quasiment gagné sur le côté des grands chelems en disant nous, on veut récupérer beaucoup plus d'argent par rapport à ce que vous gagnez. Bon, c'est quasiment acté. Frédéric Straved a raison. Il dit ça rappelle, tu sais, le WCT de Dallas dans les années 70-80. Ouais, effectivement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf que à cette époque-là, les tournois du Grand Chelem avaient dit aux joueurs si vous participez à cette épreuve, vous êtes interdit de jouer les tournois du Grand Chelem. C'est pour ça qu'il y a eu certaines années où vous n'aviez pas Borg qui jouait, ni Connors, ni McEnroe et compagnie. Parce qu'ils étaient interdits de jouer les tournois du Grand Chelem. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est rendu compte que les tournois du Grand Chelem, l'histoire du tennis, était plus forte quand même que le fric. Mais c'était en 1970, enfin dans les années 70. Qu'est-ce qui va se passer dans les années 2010 ? J'en sais rien du tout. Pas du tout évident. Juste pour répondre à Alexandre, le compte, oui, et PTL, ça a été abandonné parce que le financement n'était plus là. Il y a aussi une deuxième question que j'ai vue. Quelle est la différence entre l'ITF et l'ATP ? L'ATP, c'est l'Association Tennis Professional. C'est l'association des joueurs de tennis professionnels. L'ITF, c'est International Tennis Federation. C'est l'association des 4 grands chelems qui sont réunis, plus la Coupe Davis, plus la Fed Cup. Donc c'est en fait, c'est deux, on va dire sociétés, mais deux entités différentes, indépendantes. Non, et bon, enfin voilà. Et ça s'entend pas du tout à l'heure actuelle, et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ok, allez, on passe à autre chose. On passe à la Coupe Davis, les petits loulous. Alors, tout de suite. Non, Coupe Davis, tout de suite. On va remettre les choses claires, nettes et précises, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur ma page Facebook par rapport à une fois de plus Lille. Alors, ce n'est pas Martine Aubry qui couche avec Bernard Guicelli. Ce n'est pas le stade de Lille qui fait du lobbying auprès de la fédération, quoi que ce soit. Ce sont les joueurs qui décident. Ce sont vraiment les joueurs qui décident. Et la décision est très simple. C'est pour une question d'organisation, pour recevoir un maximum quand même de public. Et la deuxième chose, c'est que les joueurs gagnent de l'argent sur la billetterie. Ça veut dire que si demain ils font à Montpellier 3 fois 10 000 personnes, ça fera 30 000. Si on joue à Lille, à partager. À Lille, une fois 25 000. Même si on joue à Montpellier, pareil, entre les invités de l'ITF, les Croates, l'équipe adverse, il va y avoir 5 000, 6 000 billets maximum qui seront proposés aux supporters français, ce qui fait un peu peu. Donc, quand on regarde, on en discutait tout à l'heure, les salles, c'est quoi ? Lille, l'UA Arena, Bercy. Bercy, vous oubliez, il y a des concerts tous les soirs. L'UA Arena, il y a probablement un match de rugby. Non, l'UA Arena, c'est le Supercross. Ah oui, Supercross. Donc voilà, c'est Lille. Et alors, Lille avait de toute façon anticipé la possibilité d'une finale l'année dernière. Ils avaient anticipé la possibilité d'une finale, donc ils avaient refusé de bloquer ces cases. Et donc le match de rugby qui est prévu logiquement entre la France et l'Argentine, tournée d'automne, c'est le samedi d'avant la semaine de Coupe Davis. Or, je ne sais pas si vous avez vu, mais la surface a été choisie, c'est la terre battue. Encore une fois, ce sera la terre battue pour la finale. On va en reparler vite fait. Mais toujours est-il que voilà, je pense qu'ils peuvent construire ce cours en terre battue qui est sous le terrain de rugby. Au moins le préparer le jeudi, le vendredi. Pof, match de rugby le samedi soir. Et le dimanche, ils peaufinent le truc. Parce que le cours doit être accessible aux joueurs à l'entraînement pour les Français et pour les Croates dès le lundi. Donc il faut que tout soit en place le lundi. Donc logiquement, il n'y a que la salle de Lille qui peut le faire sur la capacité minimale pour avoir une finale de Coupe Davis, c'est 12 000 personnes. Si vous regardez l'U Arena, c'est impossible avec le Supercross de Bercy. Le Supercross, Bercy, date de concert, et toutes les autres salles, en configuration sport, ne font pas une capacité de 12 000 personnes. Ce qui est terrifiant à dire. Ouais, ça veut dire qu'encore une fois, on est en France. On va recevoir quelque chose bientôt, un grand événement, non ? Un truc balèze, hein. Un truc Jeux Olympiques, des machins, des trucs. Et là, tu te rends compte que voilà, on est très loin, très très loin de tout ce qui peut se passer ailleurs. C'est dingue. Enfin bon. Et pour répondre à Marco Azevedo, je l'ai dit, là pour le coup, je suis très content de remonter à Lille. Il n'y a aucun problème. Mais j'avoue que moi, ça m'embête fortement.
Parce que, pour le coup, quand on regarde effectivement l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Elle ne doit pas jouer qu'à Lille. C'est comme l'équipe de foot, elle ne doit pas jouer qu'au Stade de France. Elle doit jouer partout en France. Et j'aurais aimé que l'équipe, pour une dernière finale, aille peut-être du côté de Marseille, de Montpellier, de Bordeaux, de Nantes, de Strasbourg. Eh bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas de capacité pour recevoir. Alors, attention, je vous rappelle que l'itinérance de ce genre d'événement fait justement le bonheur de tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça part dans toutes les régions de France, tout le monde peut l'avoir. C'est vrai qu'à Lille, tu te dis que les gamins, ils savent plus qui invente un invité, puisque je crois, c'est la 5e fois, je crois, en l'espace de 3 ans ou un truc comme ça. Donc bien évidemment, tu as l'impression que c'est tout le temps là-bas. Je suis complètement d'accord. C'est la demi-finale à la rigueur qui n'aurait pas, bien sûr. parce que là il n'y avait pas d'obligation de capacité, enfin de cette masse de gens. Ouais, mais Donc ils la attendaient demi-finale, Rafa. voilà. Ils Mais comme il devait y avoir Rafa, ils se disaient bon, faut y aller à fond. Mais voilà, c'est hyper compliqué. Après, on peut revenir là-dessus. Peut-être obliger une itinérance, parce que souvenez-vous, le Masters, à la fin des années 2000, on était parti justement sur le fait que le Masters, tous les ans, allait se jouer dans une ville différente pour que n'importe quelle personne de pays différents puisse avoir une fois dans sa vie l'opportunité de voir le Masters, et donc les 8 meilleurs joueurs de la planète. Depuis Londres, c'est fini. Comme ça a été un moment avec le Madison Square Garden. Donc, et là, avec la Coupe Davis, tu dis, merde. D'où la force aussi de la Lever Cup là-dessus, en se disant que, voilà, tous les ans, on va bouger de ville en ville. Oui, mais tu vois, par exemple, le Master se joue à Londres, à l'O2 Arena. Ouais. Il n'y a pas de souci, là. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas de souci, mais oui, mais tu pourrais le bouger. C'est le Masters. Oui, je suis d'accord, mais rappelle-toi, quand le Masters aussi était bougé, il avait été du côté Sydney une année. Les mecs, ils se sont tapés la tournée asiatique, ils reviennent en Europe pour Bercy, ils repartent après pour peut-être la finale de Coupe Davis. Nous, on était contents parce qu'on avait la finale de Coupe Davis après. Non, oui, ouais, en plus, c'est vrai. Nous, on était peinards. Mais tu vois, après, ça devient du n'importe quoi aussi, quoi. Mais bon. Non, après, voilà, c'est des choix. Après, imaginez, vous dirigez ça, vous dirigez cette équipe de France, vous vous dites en demi-finale, on a Nadal, on va voir Nadal. Il faut qu'il y ait un maximum de gens, quoi. Donc vous essayez de trouver la salle la plus grande qui puisse l'accueillir. Bim, blaf, le truc pourri, il n'y a pas Nadal. Oh merde. Donc bon, effectivement. Et il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. Même le dimanche, pour des matchs sans enjeu, il y avait plein de monde. Il y avait au moins 20 000 personnes dans le stade. C'était étonnant. Ah si, je te promets, hein, il y avait du monde. Hein. Wow. Bon, peut-être pas 20, mais au moins 15. 15, c'est le central de Roland-Garros. 15, c'est ce qu'il y avait le vendredi et le samedi. Ouais, c'était ça. Bon, alors, donc, Coupe Davis à Lille, ok. Terre battue. Alors, terre battue, vous allez me dire, ouais, mais la terre battue, on l'a perdu la finale en 82 à Grenoble, c'était sur terre battue, on l'a perdu. En 99 à Nice, sur terre battue, contre les Australiens, avec Philippe Poussy sans feu, on a perdu. Contre les Russes en 2002, avec le pauvre Paul-Henri Mathieu, on a perdu. Et Federer Wawrinka en 2014, alors qu'il sortait du Masters, comme Silic, logiquement, devrait sortir du Masters, alors on est quand même perdu. Mais après, quand tu regardes le détail, bien sûr qu'il faut que ce soit sur terre battue. C'est-à-dire, Silic, tu le joues sur terre. Silic, il joue quand même moins bien, même s'il joue très bien, il joue quand même moins bien sur terre. Oui. Ćorić, je pense que ça change rien. Je pense. Ses meilleurs résultats, ils sont pas sur terre. C'est-à-dire, cette année, il fait, il fait demi à Indian Wells, 8e à l'US. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il est même meilleur sur dur que sur terre. Donc, je pense que pour le coup. Et puis, l'équipe de double, après, ça dépend si Cilic va jouer avec Dodig ou Pavic. Mais non, je pense que c'est la meilleure. Un titre, je l'avais noté ça. Un titre sur 18 pour Silic sur terre battue. Donc, effectivement. Après, faut pas oublier qu'ils ont reçu les Américains sur terre battue pour la demi-finale. Donc, ils sentent quand même qu'ils sont pas non plus manchots sur cette surface. Mais bon. Après, en tout cas, moi je trouve que ça équilibre l'histoire. Ça se jouera pas, ça sera des détails, une fois de plus. Mais bon, moi aussi, je pense que le choix de la Terre est plutôt juste. Donc ce sera ça. Après, il y aura qui dans l'équipe de France? C'est ça. Est-ce qu'il y aura pas Gilles Simon? Quand tu regardes le classement, il a sa place. T'as pu regarder un peu ou pas? Ouais. Non. Non, t'étais sur la Lever Cup. Et écoute, moi j'ai trouvé qu'il a vraiment été bon, nickel. Parce que je peux dire que dans le premier set en finale, il sauve 3 balles de set juste avant le tie-break. Tu dis oulala, on est mal barré. Et là, tout d'un coup, pof. Vous savez à qui il me fait penser? Moi, il me fait penser à Ferrer. Je trouve que c'est un mec, voilà, Gilles Simon, on n'en parle pas. Mais le mec, il est tout le temps là.
Il fait tout le temps son boulot. Non, mais surtout, c'est que là, quand tu regardes le classement, il est 28. Il est 29. 29e. Non, mais t'imagines, il n'a pas fait un bruit de la saison. Il a gagné Pougnier. Pougnier, premier tournoi, Et finale là- à Lyon. Et là, il se fait son petit truc. Il est 29, donc c'est énorme. Et oui, parce qu'il y a Joël Carton qui dit regardez les résultats des face-à-face contre Marin Cilic de Gilles Simon. Souvenez-vous, Zadar, en 2016, la seule défaite de Yannick Noah en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. C'était contre les Croates à Zadar. Ouais, mais c'était sur dur. C'était sur dur. Mais encore une fois, ils n'avaient pas pris Gilles Simon, qui dans les face-à-face est un mec qui te fait flipper grave le Marin Cilic apparemment. Je sais pas pourquoi, mais il le fait flipper. Ouais, mais il a un jeu pas facile à manœuvrer, quoi. Il est chiant. Aïe. Donc, Et la finale, vous vous souvenez de la finale contre les Serbes aussi en 2010 avec les Djoko, les Tipsa, les machins et tout ça. Pareil, Gilles Simon, le dernier match, c'est lui qui aura dû le jouer. Puis finalement, Guy Forget avait pris Michael Roy, alors que tout le monde s'attendait à ce que par rapport à leur confrontation passée, normalement c'était Gilou Direct. qui devait jouer. Mais tu mets pas Gilou. Je le vois pas du tout en finale de Coupe Davis, je vous le dis tout de suite. Mais après, je vous rappelle que Joe Tsonga vient de se péter les abdos. Là, il devait jouer l'Open de d'Orléans. toute façon, il n'aurait pas été. Non, mais bon, encore une fois, tu vois, voilà, on dit toujours les Français ils jouent jamais les Français ils jouent jamais les numéros 1. Silic, de toute façon, il va rester au pieu jusqu'à la finale, sinon il va se blesser, c'est sûr. Mais voilà, nous aussi, heureusement qu'on a tous ces joueurs à peu près au même niveau Mais maintenant. De toute façon, quand tu regardes, c'est ça la force de l'équipe de France, c'est l'homogénéité. C'est toujours ça. C'est que même si on en a un qui saute, on a toujours un derrière qui peut récupérer parce qu'il y a toujours cette homogénéité. Ouais. Et puis, la nuit était dure. Et puis surtout, c'est qu'on peut toujours lancer un joueur aussi en double. Tu vois. Oui, alors pas Simon en double. Il y a Tom Vizocchi Oui. qui dit Simon en double. Il rebondit tout de suite, mais non, il ne sera pas. Ça, Et c'est il y a ça. Léa qui dit perd lamentable à Metz. Alors, bon, vous savez que Benoît, je l'ai à l'œil. Lui aussi. Non, on s'est vu après la demi-finale. Écoute, super cool, vraiment. Moi, j'adore ce mec en dehors d'un cours, c'est un amour. Et je lui dis voilà, ok, super, t'as été parfait là, parfait en demi-finale de Coupe Davis. Dans l'attitude, il a fait le job. dans l'attitude, a été parfait. Après, faut voir la suite. Et là, à Metz, ok, il perd, vous êtes tous en train de le défoncer. Mais il était totalement vidé. Parce que je peux vous dire qu'il s'est vécu un week-end de l'angoisse. Ouais, plus un samedi soir aussi. Plus la fête du samedi soir. Mais toujours est-il que, voilà, je pense qu'il était sur les rotules. Un peu comme le Capouille qui est allé à pareil, Metz, mais qui n'a pas joué le simple, qui a joué que le double. Ouais, on se rend pas compte, mais c'est vrai que cette Coupe Davis, apparemment, te prend Non, énormément. non, Donc après, voilà, quand t'enchaînes, en plus un tournoi en France, où c'est mieux quand même qu'il y ait des Français qui soient là, bon bah voilà, les gars ils sont viandés. Mais pas Gilou. Gilou, il est passé. Est-ce qu'on parle de mon fils? Bon, il a gagné un petit challenger. Bah, attends, il est 40 mondial, il va faire un challenger. Bah, bien heureusement, il le alors, gagne. attends. Oui, mais tu le connais. Ouais. Il aurait très bien pu. Non. Moi, je trouve que je trouve que la démarche est assez humble, intéressante en tout cas, de se dire voilà, je vais jouer peut-être un petit tournoi, mais encore faut-il le gagner. Je suis d'accord. En battant Goulbis notamment, bon, qui était quand même le joueur peut-être le plus dangereux qu'il ait eu à affronter, mais enfin voilà, il le bat, il gagne ses 5 matchs, ça lui refait un peu de victoire, un peu de confiance. Non, mais je suis d'accord, mais avec le tennis qu'il a, l'expérience qu'il a, tu vois, il est quand même 40 mondial, la tête de série derrière, elle devait être, je sais pas, 90 ou 100. En moyenne, il a Donc, joué tu du vois, 250e mondial. Donc non, oui, mais de toute façon, il se sera entraîné. Vaut mieux qu'il aille faire un challenger que faire une semaine d'entraînement, tu vois. Voilà. Donc il a pas eu tort. Donc là, il est à Taïwan, là, il est parti à Chengdu, en Chine, tu vois, pas loin. Il va jouer contre un qualifié son premier tour. Voilà. Écoute, laissons-le monter en puissance, le petit pépère, voir ce qu'il y a là-dedans. Puis ça se trouve, on verra. Et s'il joue bien, peut-être que Yannick. Ça m'étonnerait. Je vous rappelle que la Croatie à Zadar, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de mon fils qui, soi-disant, s'est vrillé le genou dans l'escalier. Enfin bon, je pense pas qu'il y ait une très très bonne ambiance. Enfin, moi, je vois pas en quoi ça changerait. Pour moi, c'est du Pouille, Gasquet, et pourquoi pas Père. Oui, qu'est-ce qu'il perd. Mais bon, Gasquet, est-ce que Gasquet va jouer? Est-ce que Gasquet, à chaque fois que tu as l'impression qu'il va jouer, il joue pas? Donc, est-ce qu'il va jouer, le Richie? On ne sait pas. Pourtant, sur terre battue, s'il y a un mec qui, sur terre battue, peut vraiment gêner, peut embêter n'importe qui. Cilic et Church, Ah oui, ouais, bah là, pour le c'est coup, bien le Richie, quoi. ouais. Donc, bon, mais ils vont parler, les pépères. On a encore du temps en plus. Bon, balancez votre liste de joueurs pour la finale sans langue de Oh, bois. on a de la marge. Attends, bah, de toute On va façon, voir. s'il n'y a pas de blessure, bah, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué.
parce que je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Pouille sur terre battue, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le prends. Je ne sais pas si je le prends. Faut voir les résultats à venir. Même si c'est pas la même surface, faut voir la C'est la forme. confiance, le machin. Faut voir la forme jusqu'à Bercy. Après Bercy, mais voilà quoi. Parce que eux, on aura les chances de les voir jouer. Parce que je vous Parce rappelle que- que Murray joue plus. Hein. Terminé, il fait encore 2 Parce tournois, que- il arrête. Hein. Tu vois, juste pour rebondir sur le capot, il faut pas oublier que mine de rien, il a encore 19 mondiales, mais il a Vienne à défendre. Ouais, titre à Vienne. Titre à Vienne, il a une finale aussi après. Non. Bon, tu vois, il a quand même des points à défendre. Donc si il n'arrive pas à défendre un peu ces points-là, qu'il a la tête dans le seau, le lancer sur une finale de Coupe Davis, même s'il a joué, il a fait bien le jeu, il a été présent à chaque fois, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais bon, à voir. Ouais, parce que là, on joue, attention, hein, c'est Cilic, Djoric, c'est du lourd. Hein. Puis Djoric, il faut aller chercher. Ouais. C'est pas le plus dangereux. Non, mais c'est un crevard, quoi. S'il court, doit jouer 6 heures, il jouera 6 heures. Quoi. Ouais, tu Non. m'étonnes. Mais Son dernier match qu'il fait en demi-finale, Bah ouais. on va dire qu'il est magique, quoi. Donc pour Attends, il revenir- y avait une question, excuse-moi. Terre en indoor, est-ce que c'est plus rapide, Maxime Non. Mantovani? Non. Non, ça Non. change rien. Murray prend sa retraite, Moira, Hurstel. Donc, pour rebondir, rappelle-toi, ça fait 1 an que je le dis, Murray, vous n'êtes pas prêt de le voir jouer. Là, il fait un tournoi en Asie, après il arrête. Ouais, un ou deux. Ouais, deux. Ah, je crois qu'il faisait juste Chengdu et après. Non, je crois qu'il en fait, Ah ouais il enchaîne derrière. Ah. Je sais plus. Peut-être Pékin. Ouais, je crois qu'il fait Pékin. Et après Pékin, il arrête. Ouais. Mais pour moi, vous verrez. C'est pas Non, possible, c'est pas possible. La hanche, c'est la hanche. Putain, c'est la hanche. Autant Wawrinka me sidère, mais alors apparemment ils ont réussi à faire un travail miraculeux au niveau de son genou. Il revient tout doucement. Ouais. Mais il est là, puis bon, voilà, tu sens, il bouge quoi. Murray, Il joue. Il joue. Mm. Murray, purée, c'est claudiquant. Hein. Et puis tu sais, c'est un peu comme là par exemple Joe. Ça fait très très longtemps. J'ai envie de dire, c'est pas normal cette blessure, mais ça arrive très souvent. Vous vous entraînez entre l'entraînement et le match, c'est tout le temps différent. Vous voyez, parce qu'il a beau s'entraîner, mais il joue toujours un petit peu plus relâché. Là, il approche de la compétition à Orléans, même si ce n'est qu'Orléans, tu as un petit peu plus de stress, tu stresses un peu, et puis très souvent, quand tu n'as pas de compétition derrière, tu te reblesses à un endroit, et souvent, c'est pas forcément au même endroit, ça en est un autre. Et puis tu forces. Voilà. En plus, le Tsongi, il sait très bien que c'est avec son service que tout d'un coup, il va faire mal à l'autre. Donc, blam, tu mets des paquets, t'as plus l'habitude. Déchirure. Déchirure, hein. On parle de déchirure abdominale. En tout cas, juste pour faire un petit clin d'œil, je trouve que le petit Hugo Humbert, il continue sa petite progression. Il a encore gagné un tour là à Metz. Moi, je trouve qu'il faut qu'il continue comme ça parce qu'il commence à être vraiment pas mal. Ouais, bon, on va le voir à Bercy. Là, il est 105. Moi, j'aimerais vraiment bien que la Fédé lui donne une wildcard. Bon, oui, non, mais si. Non, pas sûr. Pas sûr parce que quand tu regardes le cut, Benoît Paire va être en dehors. Jérémy Chardy va être en dehors. Ah oui, il y a du monde dehors. Tu vois, le cut va être à peu près à 40 et tu as beaucoup de Français qui vont être dehors. Donc, voilà, on verra. Mais ça serait bien qu'on lui donne un petit coup de pouce. Oh ouais, ce serait bien, hein, quand même. Bon, et les filles. Là, les loulous, Caroline Garcia, vous êtes tous à fond sur Caroline Garcia, Méténix, je vous comprends. Il y en a plein qui posent la question, je les vois là. Est-ce qu'elle va gagner Ouais. Wuhan. Elle fera pas de toute façon, elle fera pas aussi bien que l'année passée. Mais C'est- attends, pour moi, mais tu vois, c'est ça qui est bizarre. Parce que moi, j'ai vraiment dépioté sa saison de l'année dernière. Et sa saison de l'année dernière, avant qu'elle arrive sur cette tournée asiatique de dingue avec ses victoires à Wuhan et à Pékin, où elle enchaîne les victoires, contre en plus les meilleurs mondiales, elle avait rien fait avant. Elle avait battu, je crois, une top 10 ou un truc comme ça. Tu vois, elle n'avait pas fait un gros Ouais, résultat. Et cette année, c'est pareil. Elle était quand même elle était dans une dynamique là. Elle s'est pris quand même pas mal de murs quoi. Donc quand tu reviens sur les mêmes cours, même si voilà, je pense Il y a qu'elle cette dynamique. Voilà, et tout ça. il y a cette habitude. Mais quand t'as vraiment pas de confiance et que tu sais que tu dois défendre des points, tu joues pas du tout de la même façon. Hein. Alors de toute façon, c'est son passage obligatoire. Et c'est là qu'on va se rendre compte si Elle peut. ou pas Passer- rester dans ce, Oui. parce que bon, elle est quand même Et puis- 4e Et mondiale. puis peut-être aller encore un peu plus haut. Pourquoi pas? Passer un peu cet orage et voilà, garder et sauver un peu ces points-là et pour essayer d'aller un peu plus haut. Mais- Perso, j'y crois pas, hein, parce que vu ce qu'elle a montré jusqu'à présent, voilà, il y a pas cette régularité de fond qu'elle avait. Je trouve qu'elle utilise plus du tout les effets comme elle est capable de le faire. C'est peut-être une des rares à avoir cette espèce de balle qui gicle dans le tennis féminin, notamment au service. Après, il faut se remettre dans. Alors, est-ce que le fait d'être
sur ces tournois où elle a été Bah, extraordinaire, ça va pas lui permettre de. Ouais, mais là, Alors, c'est- soit c'est- ça la comprime, C'est le petit bonheur la chance. Là. on sait pas. Mais perso, ça va être hyper compliqué. Et bien sûr qu'elle peut sortir du top 10. Hein. Oui, ça, elle peut partir vite. Kiki Mladenovic, ça marche pas, je vois vos questions. Ben, le service, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service. Paradoxalement, les deux mondiales en double. Ouais, et mais elle se fait fracasser, elle fait des doubles fautes, c'est pas possible. Sur la seconde, elle se fait arracher, elle arrive, et tout de suite, après, elle est dans l'urgence, elle n'arrive pas à poser son jeu. Enfin, non, mais là, à un moment, même sa mère, ou je sais pas quoi, devrait lui dire bon, là, allez, on casse tout, on fait autre chose. Je sais pas, à un moment. Là, ça fait trop long. Ouais, quoi. mais Benoît, les parents vivent tellement à travers leur fille que qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Tu sais, c'est comme. Alors, à un moment, c'était un pote qui commençait à entraîner un peu Caroline Garcia. Et il commençait à rentrer vraiment un peu dans la psychologie, dans la préparation, dans la tactique et tout ça. Et le papa, il a commencé à voir qu'il perdait un peu la main sur sa fille. Il a dit non, mais je crois que je vais quand même. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'ils vivent tellement à travers leur fille. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils rentrent à la maison? Tu vois? Donc c'est ça, ils peuvent pas lâcher. Ils peuvent pas lâcher ces gens-là. Alors, c'est ça le problème. Il y a Pavel qui dit grande perdante de cet automne, Garcia. Ben, on va voir. Effectivement, hein. De toute façon, si elle fait pas au minimum elle est 4e mondiale, elle doit faire au minimum des demi. Hein. Donc si elle fait pas 2 quarts au moins à Wuhan et Pékin, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et puis ça va régresser un peu, mais ça va régresser. Et après dans la tête, où est-ce qu'elle va aller, quoi? J'en sais rien. Parce que vous avez vu la petite Naomi Osaka. Moi, elle me scie celle-là. Hein. Quand même. Elle a enchaîné en plus à enchaîne. Tokyo, bien. Bon, alors elle perd sur Pliskova. Mais apparemment, elle avait un virus puisqu'elle a déclaré forfait là pour le tournoi de cette semaine là. Donc apparemment, elle était quand même un petit peu fatiguée, la Naomi. Mais bon, purée, elle te fracasse tout le monde en 2-7 avec son tennis qui est quand même super puissant. Elle a peur de rien. Elle joue comme la plupart des filles. Mais surtout, sauf qu'elle est un peu en confiance. Je ne savais pas comment elle allait digérer ce truc bizarre de l'US Open. Elle l'a bien digéré. La vache. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. J'ai vu aussi, je crois que c'était Mathieu qui disait pour Popo. Ouais. Popo bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Popo bien, Montréal. Popo bien, alors je sais pas où elle est, parce que j'ai vu, vous étiez comme des dingues en me disant ouais, ramène-nous la Popo et tout ça pour qu'on se fasse un live Facebook. Ouais, je vais l'appeler. J'essaye d'avoir aussi Julien Bennett, mais Julien m'a dit écoute, attends peut-être la fin de l'histoire avec la finale de Coupe Davis. Bien évidemment qu'il a ça dans un coin de sa tête. Hein, donc, en tout cas, j'étais ce matin à Roland, il s'entraînait. Ouais, tu l'as vu, tout ça. Donc bon, voilà, laissons-le tranquille. Et puis, si vraiment il joue pas cette finale de Coupe Davis, donc logiquement il aura fini sa carrière, enfin, il pourra se mettre au macramé. Et là, à partir de là, il vient avec nous et on papote avec lui. 69e mondial Popo. 69e? Non, elle est mieux que ça. Bon, peut-être pas. Non? Je croyais qu'elle était montée plus haut que ça, moi. Popo contre Benoît, c'est pour quand? Ouh là là, les gars, faut que je me reprépare physiquement. Bon, on va vous laisser parce que là, ça fait quasiment 3 quarts d'heure. C'est pas bon du tout. Moi, je le connais. Il va me frapper. Il est d'une violence inouïe. Donc, le but du jeu, c'est que bien évidemment, à partir de jeudi, je vais vous faire un live Facebook du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour vous raconter un petit peu ce qui se passe au niveau de la Ryder Cup. Tous les soirs, je vous fais une petite vidéo Yahoo partagée partout. Et puis, la semaine prochaine, toi, tu pars sur tous tes trucs, là. Comment? La semaine prochaine, t'es sur... Non, mercredi, je pars dans le sud. Ah non. Non, lundi prochain, Tokyo, Pékin. Tokyo, Pékin, Shanghai. On verra on verra si on peut vous faire un live Facebook, sinon j'appellerai la piche. Bah ouais, s'il est pas là. Ouais. Et après, ça sera à vous de voter. Hein. Ah ouais, moi j'appelle la... Soit vous voulez le coiffeur, soit vous voulez un pro. C'est vous qui voyez. Alors ouais. Oh la piche. Il va être l'horreur. Macbeth qui dit je suis de Nouvelle-Calédonie. Salut Macbeth, le plaisir. Il est 5h là-bas, 5h du matin. 5h du mat, qu'est-ce que tu fais à 5h du mat? Tu vas t'entraîner? Bah non, mais un footing? Là, tu vas à la plage, tu fais ton petit surf, ta petite gym, t'es bien. Le surf, attention, on retient. Ok, bon bah voilà les loups. On vous embrasse, on vous fait des gros bisous d'amour. Merci à tous. Et puis à la prochaine. Et puis à très bientôt. Et puis on espère que les montagnes russes, ça va arrêter de se casser la gueule comme ça vers le bas et qu'on remonte un petit peu. Pourquoi les montagnes russes? Et le grand 8. Les montagnes russes du tennis. Ah bah ouais, bah allez, oui, ciao, tu suis pas, allez vas-y, mais oui, mais tu suis pas.